Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes aujourd'hui donc à cette table ronde « L'Europe, terre d'histoire ». À mes côtés, deux autrices, deux écrivaines, Elisabeth Asbrink, née à Göteborg, en Suède, en 1965, journaliste et écrivaine, essayiste et dramaturge. Non, alors elle écrit, lorsqu'on lui demande de définir son style, de la non-fiction à l'esprit poétique. Vous trouvez ça très intriguant. Et elle a reçu récemment le prix de l'Académie suédoise The Society of the Nine, suite au prix Auguste en 2016 pour 1947, l'année où tout commença, publié chez Stock, la Cosmopolite. Le voici. Et puis, à ma gauche, je reçois Christine de Mazières. Vous êtes née à Paris en 1965. Vous voyez la contemporanéité de nos deux autrices. Vous êtes franco-allemande et magistrate, haute fonctionnaire. De 2006 à 2016, vous êtes déléguée générale du syndicat national de l'édition. Puis, vous vous consacrez donc, à la littérature, autrice, écrivaine, romancière. Vous recevez le prix Michel Tournier et vous êtes lauréate de Chambéry pour 3 jours à Berlin, publié chez Sabine Wispeser en 2019, et prix des cheminots pour La route des Balkans en 2020. Voici les 2 livres que vous retrouverez bien sûr dans la librairie. Donc ma première question va vraiment se situer sur cette notion d'histoire avec un petit H et histoire avec un grand H. Parce que, figurez-vous, à force de, on va dire, me plonger dans le style de ces 2 autrices, j'ai vu des techniques un peu similaires, des façons de raconter l'histoire avec un grand H qui sont assez proches. On a toujours d'un côté les faits et la littérarité. On a toujours l'histoire avec un grand H et l'histoire avec un petit h, comme si on avait besoin, en fait, de la fiction pour pouvoir mieux comprendre cette histoire de l'Europe. Alors, comment vous donnez à voir l'histoire de l'Europe au travers de vos romans? Je vais donner la parole en premier à Christine de Mazières, s'il vous plaît. Merci, puis merci pour l'invitation et ce très beau festival. C'est vraiment un bonheur d'être ici et de rencontrer tant de merveilleuses autrices qui deviennent des amies. Alors, la place de l'histoire avec un grand H dans mes 2 romans, c'est vrai que j'ai surtout effectivement parlé de l'Europe et de l'histoire, et comme vous disiez, Gila, étant franco-allemande, étant née 20 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est vrai que je porte en moi toute cette mémoire et ce devoir de mémoire, je dirais, et puis aussi cette réconciliation, cette construction de l'Europe, par essence, quand on vit sur 2 cultures, parce que j'ai vraiment 2 langues maternelles, on est véritablement... on baigne dans cette histoire. C'est d'ailleurs le propre de l'Europe d'être avant tout une histoire, avant d'être une géographie. Comme c'était rappelé tout à l'heure, la géographie est toute petite. L'Europe est un petit cap du grand continent. Et donc, par ma famille, effectivement, par les non-dits aussi qui peuvent exister dans ces histoires, j'ai voulu m'y plonger. Alors, je ne me suis pas attaquée à la Deuxième Guerre mondiale, qui est sans doute à venir encore dans mon œuvre, mais j'ai commencé par la chute du mur de Berlin parce que en 89, j'avais 24 ans, donc j'étais déjà adulte, je travaillais, et surtout je ne pensais jamais vivre de mon vivant, vivre cet événement de la chute du mur, car ma famille allemande maternelle était des 2 côtés, donc j'ai grandi au bord du mur, à Lübeck, chez ma grand-mère l'été, où je voyais les miradors de l'autre côté de la baie de Lübeck, de Travemünde, de Lübeck. Donc je voyais que de l'autre côté, il y avait une autre Allemagne interdite pour nous. Et en même temps, j'ai appris en cours de route, à 10 ans, que j'avais des cousins de l'autre côté. Donc j'ai écrit avec une cousine de mon âge, et je suis allée la voir lorsque j'étais étudiante en sciences politiques, à 19 ans. Je suis allée dans tous les pays de l'Est, en Cartinterrail, un été, et j'ai pu plonger dans cette autre Europe qui n'intéressait en fait personne dans ma génération.
mais moi, ça me fascinait. Je me disais, mais c'est aussi l'Europe de l'autre côté. C'est pas seulement une zone interdite. Parce que l'Europe était hémiplégique, l'Europe était partagée, divisée, et puis nous, à l'Ouest, on s'intéressait finalement pas trop. Et cet événement m'a fascinée non seulement parce que j'ai pu aller ensuite de l'autre côté, et puis mes cousins et les amis que je m'étais fait à l'Est ont pu venir enfin me voir à Paris. Mais c'est surtout la manière dont ça s'est passé, c'est-à-dire que c'est un enchaînement qui n'a été décidé par personne, c'est une sorte de vaste acte manqué qui a finalement déclenché la chute du mur, puisque c'est une bévue d'un porte-parole du Parti communiste est-allemand qui fait qu'en improvisant une réponse dans une conférence de presse, il précipite quelque chose et puis les gens se disent « Ah, mais il a annoncé quelque chose, donc on va à la frontière et au poste frontière, n'ayant pas d'ordre. » C'est quand même un pays de tradition prussienne, ils ne savaient plus trop quoi faire, c'était très très compliqué. Et donc, tout cet enchaînement, j'ai voulu le raconter. D'où 3 jours à Berlin, le jour avant, pendant et après la chute du mur, vu à travers une multitude de personnages, parce que évidemment chacun l'a vécu de manière extrêmement différente, mais en même temps je voulais pas faire un livre d'histoire ou un reportage comme une journaliste. J'ai voulu donner de l'épaisseur humaine à cela, et donc j'ai inventé des personnages, puisé un peu évidemment dans mon expérience, mais aussi complètement inventé pour donner à sentir de manière très, très, très profonde et très, presque sensuelle ce qu'était cette division, en fait, au travers de l'Europe, au travers de familles, et ce que ça signifiait, c'était incroyable. Et aussi ce qu'était ce moment, du coup, de fraternité, des frères et des cousins qui se retrouvent et qui ne s'étaient pas vus pendant au moins 28 ans de la durée du mur, voire 40 ans, la durée des 2 États ouest et est allemands. Et 2 sociétés qui avaient commencé à diverger aussi, même dans les langages. Et c'est un petit peu ça que j'ai voulu raconter, tout en l'écrivant en français pour un public français avant tout, qui certes se souvient très bien de ce moment de la chute du mur, mais mesurait pas forcément tout ce que ça impliquait, je pense, de manière sensible dans l'histoire des familles qui avaient vécu cette division. Et c'est d'autant plus frappant que vous dites que vous découvrez que vous avez des cousins à 10 ans, de l'autre côté, mais c'est à 10 ans aussi que vous obtenez la nationalité allemande. Oui, absolument, parce que l'Allemagne est un pays qui commençait à vivre une dénatalité très forte. Les gens ne faisaient plus du tout d'enfants, et donc ils ont ouvert la possibilité de la nationalité allemande aux enfants de femmes qui avaient quitté l'Allemagne et qui vivaient à l'étranger. Et bon, ma mère se dit, bon, pourquoi pas, ça ne peut pas faire de mal. En réalité... moi, je me sens européenne avant tout. D'ailleurs, nos passeports, ils sont européens. Après, à l'intérieur, on voit qu'ils sont français ou allemands, etc. Mais c'est une réalité, je dirais, surtout culturelle. C'est que je me sens surtout biculturelle, même en ayant toujours vécu en France, mais en allant très souvent en Allemagne, en lisant beaucoup en allemand aussi, et en me sentant cette responsabilité, justement, de continuer à être un peu une passerelle. Et avoir aussi toujours le regard de l'autre, de ne pas être simplement dans un pays, mais me dire finalement comment c'est vu de l'autre côté. Merci beaucoup. Alors, Elisabeth, how do you knit capital H, history and small h history? Because you define yourself as a non-fiction with a poetic spirit, but how do you knit that? Comment est-ce que vous tricotez l'histoire avec un petit H et l'histoire avec un grand H, puisque vous vous définissez comme romancière, écrivant de la non-fiction à l'esprit poétique? Well, first of all, I'm glad to be here. Thank you for having me here. And I'm sorry my French is not good enough to speak directly. Tout d'abord, je tiens à vous remercier. Je suis vraiment très heureuse d'être ici. Je vous remercie. Je suis désolée, mon français n'est pas suffisamment bon pour que je puisse m'exprimer en français. But I'll just, be a bit arrogant and answer another question that you haven't asked me. No, but what are we doing in our books, and what am I doing in this book? Because it's all connected, of course. I was born in Sweden. As you can see, I'm very tall and blonde. So I would say that I am Europe.
this is a very big thing to say, but my books are born from this sentiment. I have a Hungarian father with a Hungarian Ashkenazi Jewish father, and of course there's probably Turkish influence there. I have a grandfather who was a Spanish Jew and was born in the Ottoman Empire in Thessaloniki. I have a grandmother who was born in Frankfurt, Hessen, and emigrated to London and lived there in the slums and then worked her way up. And my parents met in Sweden. So it's an absolute mess. Alors je vais être un petit peu arrogante et je vais répondre à une autre question que vous ne m'avez pas posée, puisque la question est de savoir que fait-on avec ces livres, qu'est-ce que je fais. Moi je suis née en Suède et comme vous pouvez le constater, je suis grande et blonde. En fait, je suis l'Europe. Je sais que c'est quelque chose d'assez important à formuler comme ça, mais mes livres viennent de là. Et je voudrais vous parler aussi de ma famille. Mon père est un juif ashkénaze hongrois, avec probablement des influences turques. Mon grand-père était un juif espagnol né dans l'Empire ottoman à Thessalonique. Ma grand-mère, elle, est née à Francfort. Et elle est partie à Londres où elle a grandi dans les bidonvilles et elle a réussi à faire carrière ensuite. Et mes parents se sont rencontrés en Suède. Donc c'est un petit peu le bordel. So, l'histoire est l'histoire. Oh, no, I'm speaking French, sorry. It's for me, there is no big difference between these two words. The story and the history are in the same room. We are all carriers of earlier generations' experiences, and in some cases, earlier generations' traumas. And as we were talking earlier here about secrets and lies and violence, we carry them. Even if I haven't experienced the Holocaust, I carry the Holocaust. I don't want to, but I do. So history and story, there's just no big difference between them. Alors, pour moi, il n'y a pas de différence importante entre l'histoire avec un grand H ou l'histoire avec un petit H. Pour moi, celle-ci se trouve dans la même pièce. Nous sommes tous porteurs et porteuses des expériences des générations qui sont venues avant nous, de leur traumatisme également. Et comme on l'a dit dans la table ronde précédente, des secrets, des mensonges, des violences, nous les portons avec nous. Moi, par exemple, je porte l'Holocauste en moi, même si je ne l'ai pas vécu. Donc encore une fois, je dirais qu'il n'y a pas de grande différence entre la grande histoire et la petite. Merci, merci beaucoup. So I was talking about knitting because sometimes you have telegraphic style. Je parlais justement de tricotage parce que quelquefois, on est vraiment presque sur du style télégraphique où les différents pays, les différents temps s'entrechoquent. Sometimes, you know, countries and the time are completely shocking each other. Alors, je vous lis un petit extrait. Varsovie. La chaleur s'insinue dans les sous-sols restés béants, à nu, leurs plafonds détruits par les bombes et l'effondrement des immeubles. Durant la guerre, personne n'a eu le temps d'enterrer les corps correctement. Ils étaient trop nombreux. 250 000 morts pour une seule et même ville. Les tombes improvisées, trop peu profondes, ne suffisent plus. Ce printemps, tout Varsovie sent le cadavre. Paris. Le vol entre New York et la France prend 24 heures. Simone de Beauvoir, de retour, trouve son Paris triste et hostile. Elle fuit la ville et s'installe dans une pension de famille aux portes de Versailles pour se reposer, travailler, se promener et penser à Nelson Algren. Elle lui écrit le 18 mai, avec le stylo à encre rouge qu'il lui a offert, son anneau en argent au doigt. Jamais auparavant, elle n'avait porté de bague. En remarquant l'anneau, ses amis parisiens manifesteront leur étonnement et le trouveront ravissant. Simone écrit à Nelson qu'il lui manque. Ses lèvres, ses mains, son corps chaud et fort, son visage,
son sourire. Mais l'intensité de la privation prouvant que Nelson n'est pas un rêve, le manque devient jouissance. Il existe vraiment et tous deux se retrouveront. Je suis ta femme pour toujours. New York, la Grande-Bretagne adresse un appel aux Nations Unies par la voix de son secrétaire général Trigilai. Les membres de l'organisation pourraient-ils tous veiller à empêcher que les réfugiés ne prennent le chemin de la Palestine ? Depuis 1939, on a laissé 97 000 juifs s'y installer. À l'heure présente, le quota d'immigration légale est limité à 18 000 par an. Or, au cours de quelques derniers mois, 15 000 réfugiés qui tentaient de s'y rendre par voie maritime ont été interceptés en Méditerranée. Ne les laissez pas traverser vos territoires et franchir vos frontières. Ne laissez pas leurs bateaux quitter vos ports. Merci. So you see, there is like a telegraphic style. So could you explain us why? Il y a comme un style télégraphique. Pourquoi ce style télégraphique? Non, je ne peux pas expliquer ça. No, it's what I wanted to do. I was doing research for another book, and I was reading newspapers from 1947, particularly, and I was reading them from day 1 to day 365 because I was looking for something particular. I didn't find it, but this year hit me with its incredible decisiveness. I'll just say, yeah, okay. Do you want to go? Yeah, okay. Non, je ne peux pas vraiment vous l'expliquer, mais à l'époque de l'écriture du livre, je faisais des recherches pour un autre livre et j'ai lu des journaux, en particulier de l'année 1947. Je les ai lus du jour 1 au jour 365. J'y cherchais quelque chose de très particulier que je n'ai pas trouvé. Mais cette année 1947, elle m'a vraiment frappée car elle marquait véritablement un tournant. So, of course, I'm inspired by the daily reporting of these newspapers. So this is one answer for the style. But it's because during this year, things take form that we still live with. Simone de Beauvoir wrote The Second Sex. She begins this new era of feminism. Hassan al-Banna, he transforms the concept of jihadism to the one that we today experience with this extremist and terrorist violence. And then we have the human rights that are being put words on. So, and then we have what's happening in music, and I'm especially interested then, of course, in the literary development. Oui, et en fait, bien sûr, j'ai été très inspirée par le style des journaux qui font leur rapport quotidien. Mais en fait, pendant cette année-là, des choses se sont formées qui ont toujours une influence sur nous aujourd'hui et avec lesquelles nous devons vivre. Simone de Beauvoir a écrit Le Deuxième Sexe qui a ouvert une nouvelle phase pour le féminisme. Hassan al-Banna a inventé le concept du djihadisme tel qu'on le connaît aujourd'hui et qui fait que nous sommes confrontés à des attentats terroristes violents. Les droits fondamentaux ont été nommés, il y a eu des évolutions dans la musique et aussi dans la littérature, ce qui m'intéressait. So what is created here is with mainly Paul Celan and Nelly Sachs, poets who begin to put words on what is impossible to speak of. They start to make art out of what is not longer there. So this is, now today we take it for granted, art about loss or about the missing, art about living with the dead, but they started something there. So, oui, en fait, ce qui a commencé à être créé, et je pense en particulier à Paul Celan et à Nelly Sachs, c'est une façon de mettre des mots sur ce que l'on ne peut pas nommer, sur l'indicible, et faire ce qui aujourd'hui nous paraît en fait comme acquis, mais mettre des mots sur la perte, sur la disparition, sur le fait de vivre avec la mort. So just to say my final say about this, when you speak about double
languages, having two mother languages or father languages, depends what you want to say. I think I have silence as my third mother language, mother tongue. Silence from all the dead in Europe, all the persons who are not longer there, my family's silence about this, and maybe that's why that is also a reason why I have left a lot of empty spaces in the book, because between each paragraph there is a silence. Oui, et vous avez parlé tout à l'heure du fait d'être bilingue, d'avoir deux langues maternelles ou paternelles, comme on veut le dire. Moi, je dirais qu'en fait, ma troisième langue maternelle, c'est le silence des morts de l'Europe, le silence des disparus, le silence de ma famille à propos de cela. Et c'est aussi pour ça, je pense que dans le livre, il y a beaucoup d'espace vide entre les paragraphes. C'est à chaque fois un silence. Merci beaucoup. Ce que décrit, ce que vous décrivez par rapport à Paul Celan avec une fiction, ou en tout cas un art qui vient résonner en nous pour nous expliquer peut-être aussi mieux le réel, c'est ce que va vivre un de vos personnages, Christine de Mazières, dans 3 jours à Berlin. Et je voudrais que vous puissiez en écouter cet extrait. C'est Anna qui parle. « Je sors du cinéma en larmes. Revoir ce film m'a profondément émue, comme un violon longtemps muet, dont la corde sensible vient d'être frottée. Ce qui m'oppressait se brise en éclats multicolores. Les images sur le grand écran ont ouvert en moi une porte insoupçonnée. Après chaque film que j'aime, j'ai le sentiment de vivre avec plus d'intensité, comme au cinéma. Mes sens sont aiguisés, j'ai envie de danser, les couleurs chantent, les sons amplifiés, tout est plus lumineux. J'entends le moindre bruit, la moindre parole, avec une acuité nouvelle. Le cinéma rend la vie théâtrale. Aussi ne suis-je pas étonnée de voir les passants autour de moi rire, s'interpeller gaiement malgré la nuit froide. J'entre dans un café de la rue Kant et commande un thé pour me réchauffer. Les gens sont agglutinés autour de la télévision. Je m'approche. Sur le petit écran, une journaliste interviewe des gens qui brandissent des bouteilles de sec le long du mur. Retour au présentateur très sérieux qui rappelle que depuis la conférence de presse à Berlin-Est, où le porte-parole du comité central a annoncé la liberté de voyager, de nombreux Berlinois se sont rendus aux postes frontières, à l'Est comme à l'Ouest. De minute en minute, le flot grossit des Berlinois qui attendent l'ouverture annoncée du mur. Tous ont des mines de veillée de Noël. L'ouverture annoncée du mur? J'ai soudain l'impression irréelle que le film se poursuit. Pour un peu, je ne m'étonnerais pas de voir l'un des anges d'Amiel, interprété par Bruno Ganz, ou Cassiel, joué par Otto Sander, accoudé au bar. Mais c'est le barman qui me fait un clin d'œil en m'apportant un café. C'est la tournée du patron. Vous avez entendu ça? Ils ont annoncé qu'ils vont ouvrir le mur, comme ça, tac, tout d'un coup. C'est incroyable, mais quel espoir! Allez-y donc, Fraulein, et revenez nous raconter. Je marche comme une somnambule sur la large avenue de Kudamm. Les voitures klaxonnent. Les trottoirs sont noirs de monde. Une ambiance de kermesse, une liesse populaire dans la nuit. Un sentiment d'histoire en marche. Alors, comment est-ce que la fiction, finalement, va préparer l'héroïne à vivre ce qu'elle est en train de vivre? On parlait de Paul Celan, on parlait de ce tricotage entre la petite histoire et la grande histoire. Est-ce que vous, la fiction vient pour mieux comprendre la grande histoire? Oui, parce que l'histoire avec un grand H, quand elle se fait, elle est souvent, on la comprend qu'après coup. On a un sentiment d'irréalité, surtout quand un événement aussi majeur se produit, qu'on ne pouvait absolument pas imaginer. C'était pas prévisible, même s'il y avait déjà des prémices. Déjà, il se passait des choses en Hongrie, à Prague. Il y avait des manifestations qui commençaient à Leipzig, mais pour autant, on ne pensait pas que le mur allait tomber comme ça, comme un fruit mûr, comme un château de cartes. Et donc, je pense que la fiction, en l'occurrence le cinéma, est un média très important. Il y a aussi un des personnages qui va vers le mur, qui lui-même a une caméra et commence à filmer cela. Il voit tout à travers sa caméra.
qui permet d'amplifier et de lui donner d'abord se cacher derrière sa caméra, mais aussi d'enregistrer ce qui se passe. Et après, on fera après coup un récit de tout cela. Mais quand on est en plein au milieu de l'événement, on ne comprend pas en fait ce qui se passe. Et c'est vrai que là, c'est un roman choral avec 15 voix qui racontent chacun un autre point de vue de ces 3 jours à Berlin. Il y a vraiment unité de temps et de lieu. Mais je butais à un moment au cours de l'écriture sur la difficulté de raconter les scènes de foule, où c'est vraiment une multitude, c'est le peuple, en l'occurrence est-allemand, qui se masse vers les postes frontières pour voir ce qui se passe. Et pour résoudre cette difficulté, j'ai repensé à ce film que j'adorais, qui sont Les ailes du désir, de Wim Wenders, qui était paru en 87, donc 2 ans avant La chute du mur, et qui, pour ceux qui l'ont vu, vous vous souvenez, il y a une première partie en noir et blanc, et puis ce sont 2 anges, Damiel et Cassiel, dont Gila vient de parler, et l'un des anges, par amour pour une mortelle, d'ailleurs une jeune Française trapéziste dans un cirque, décide d'abandonner son statut d'ange et de devenir un homme. Et là, le film passe en couleur, de noir à blanc en couleur. Mais on voit les 2 anges qui sont à Berlin et qui, évidemment, traversent les consciences aussi, écoutent, font un cœur à cœur et sont à l'écoute de tout ce que disent les hommes. Et celui qui reste un ange, c'est l'ange des larmes. Et tout à coup, je me suis dit, mais je vais faire un truc complètement dingue, complètement fou. Peut-être que je vais prendre lui comme personnage pour raconter justement en aplomb, dans une sorte d'atemporalité, ce qui se passe. Et justement, il pourra raconter notamment ces scènes de multitude, parce que véritablement, le peuple a été acteur de cette histoire, surtout les Allemands de l'Est, qui ont eu le courage à un moment de ne pas se laisser intimider et de rester auprès des postes frontières, parce qu'évidemment la police et les soldats essayaient de les chasser en disant dispersez-vous, et tout à coup il y a eu un moment où la peur s'est muée en espoir, parce qu'ils étaient justement une multitude, ils se serraient les coudes, et ça je le raconte à travers Cassiel, et Cassiel est un personnage de cinéma. Donc tout à l'heure, je crois que c'est Sonia qui disait écrire c'est être Dieu. Moi j'ai plus modestement choisi un ange. On reste dans la transcendance. Donc Europe, terre d'histoire, est-ce que vous pensez, mesdames, que c'est le logos européen qui va venir nous sortir de ces questions sempiternelles liées au topos et au chronos? Est-ce qu'aujourd'hui, justement, ça va être peut-être une projection fictionnelle, pièce de théâtre, roman, poésie, ou en tout cas qui a à voir avec cette question du langage, qui peut nous sortir en fait de ces questions d'histoire européenne, qui c'est vrai s'écrit avec difficulté, avec des histoires de guerres successives, ou alors des questions topographiques, avec des questions liées à la souveraineté. Qu'est-ce que vous pouvez me répondre sur cette question de logos européen ? Oui, aujourd'hui, les murs se recréent. En fait, en 89, un mur s'est abattu et a fait qu'on s'est redécouvert. Et on a surtout redécouvert que de l'autre côté du mur, il y avait un pan de la culture européenne qui était extrêmement important. Moi, j'ai foncé dans tous ces pays, enfin surtout dans l'Allemagne de l'Est, où j'ai redécouvert, je pouvais aller à Weimar, à Leipzig, etc., dans tous ces lieux de culture. Et aujourd'hui, au contraire, on est dans une phase de repli, sur des frontières, des communautés. Et ça, c'est pas l'Europe. La devise de l'Europe, c'est unie dans la diversité. Et c'est une série de valeurs, dont l'hospitalité, d'où la route des Balkans après. C'est une interrogation sur l'accueil de l'autre. Et pourquoi moi je me sens profondément européenne, c'est vraiment parce que c'est une manière de transcender ces nationalités. Le nationalisme a fait tellement de mal. Actuellement, je travaille sur, je ne sais pas si ça va déboucher sur la période des années 20, sur l'entre-deux-guerres. Là aussi, je lis les journaux, comme Elisabeth. Je lis toute l'année 1925. C'est fascinant parce que effectivement, on présente cette année comme ah oui, c'est Locarno, tout le monde était pacifiste. Non, pas du tout. Il y avait encore beaucoup de nationalisme.
sans parler de la manière dont on parlait des femmes, hein, parce que là c'est absolument terrifiant, mais en tout cas on avait partout dans tous les pays encore très très fort cette haine, parce que la Première Guerre mondiale ça avait été surtout un déferlement de haine et de vraiment de mépris total de l'autre, et ça a perduré. Alors notre histoire de l'Europe, c'est toujours un peu cette dialectique entre la paix et la guerre, parce que nous sommes de multiples peuples. Voilà. Et quand les peuples deviennent nations, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même Napoléon qui a apporté aussi cette réaction. C'est Napoléon qui a, en Allemagne en tout cas, a suscité la réaction de vouloir être une nation en arrêtant, en supprimant le Saint-Empire romain germanique en 1806. Et puis la même année, philosophe Fichte, il a écrit aussi un texte sur la nation allemande, un peu. C'était aussi, bien sûr, la Révolution française puis Napoléon qui l'ont apporté. Jusque-là, l'Allemagne, c'était 300 petites principautés et royaumes disséminés avec vaguement une union douanière et puis un Saint-Empire romain germanique. Mais en fait, notre histoire, elle est toujours mêlée, elle est toujours en relation. Et nous savons tous que le 19e siècle a été un siècle aussi de montée de ces constitutions de nations progressives qui, parfois, les nations peuvent être conciliées avec la liberté, voire la démocratie au XXe siècle, mais parfois non. Parfois, c'est des conceptions de repli. Et aujourd'hui, en France, comme en Allemagne, comme partout, comme en Italie, on sent quand même beaucoup cette peur de l'autre qui est instrumentalisée par ceux qui ont intérêt et qui donc conduit aux résultats politiques que l'on sait. Et c'est aujourd'hui qu'on a vraiment besoin d'Europe. Et moi, je milite beaucoup, notamment pour l'apprentissage des langues précoce, d'avoir plusieurs langues, parce que pour nous, c'est un trésor. Quand on apprend une autre langue, on apprend un autre point de vue. Et si on n'apprend pas forcément la langue, mais enfin, au moins de voyager, d'aller dans les autres pays. Aujourd'hui, en Europe, malgré en dépit du Covid et des pandémies, on doit pouvoir le faire. Merci beaucoup Elisabeth. Est-ce que le Logos viendra nous sauver de ces questions liées au topos et au chronos en Europe? Yes, the question is the Logos will save us from topos and chronos dimensions linked to Europe, especially regarding this very harmful topos and Logos that we used to experience in Europe, en particulier ces questions douloureuses qui sont liées au topos et au chronos en Europe. I'm not really sure I understand the question. To be honest with you, so either you rephrase it or I'll just go. I could rephrase it as long as you want. So my idea with Logos is that fiction could definitely help us to project an idea of a united Europe that will transcend frontiers, that will transcend history, history, jealousies, and any type of rivalries that is linked to nationalism. Well, this is a complex question. First of all, I want to say that nationalism in itself doesn't have to be a bad thing. What I'm very worried about is, of course, ethnic nationalism. And this is also one of the themes that I follow in the book, which is also, again, you talk about knitting. I think of myself as stitching sometimes, sewing, different times together. But what is the Europe we live in today, with ethnic nationalism on the rise all over the place, is of course based on what happened during these years. C'est une question tout à fait complexe. Je pense que le nationalisme n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ce qui m'inquiète, c'est le nationalisme ethnique. Et c'est ce qu'on suit aussi un peu dans ce livre. Vous avez parlé de...
On appelle ça de tricoter, alors que moi j'utilise plutôt l'image de la couture ou du point de croix. Mais en tout cas, oui, en Europe, c'est actuellement un nationalisme ethnique qui est en train de se développer partout, et c'est basé aussi sur ce qu'on a vécu pendant ces années-là. Because, well, we live under the illusion that in 1945 the Nazi and the fascist ideology was erased. But this is of course not true, and actually there was a Swedish man together with Maurice Bardesh, who you probably know of, who were very instrumental in keeping the ideas alive. And what the Swedish fascist leader that I write about here, he was a key figure into transforming the national ideas, nationalistic ideas, into international nationalistic ideas. The world that we see today, where national movements are internationally connected. But also they, Maurice Bardesh and Per Engdahl, the Swedish fascist, they together made this huge difference in language that we still are affected by. They realized that after the Holocaust, no one could talk about race. My race, your race, they are not compatible. So they changed the language. And you all know what we talk about today. We talk about culture. My culture, your culture, and they're not compatible. Which is, of course, everyone who knows European history knows that it's a result of different cultures moving together and clashing and transforming. So, but they kept these ideas alive like submarines, and during the 50s, 60s they start coming up, and now they're suddenly in full bloom. So is that an answer to your question? Well, I think the human beings are storytelling. It's a race, it's a creature of storytelling people. So yes, this is what we have to understand what's happening, just as Christine says. Oui, je crois qu'en fait, nous nous sommes bercés de l'illusion qu'après 1945, les idéologies nazies et fascistes avaient été effacées, alors que ce n'est absolument pas vrai. Il y a en particulier un homme suédois, donc Per Engdahl, et Maurice Bardesh, que vous connaissez sans doute puisqu'il est français, qui ont joué un rôle clé dans le maintien de l'idéologie fasciste. Notamment, donc, ce Per Engdahl a participé à l'internationalisation de ces mouvements nationalistes. On le sait aujourd'hui, les mouvements nationalistes sont organisés à un niveau international, et ensemble, ils ont vraiment fait une différence en transformant la langue. Après l'Holocauste, on ne pouvait plus utiliser le mot race. On ne pouvait plus dire nos races sont incompatibles. Donc ils ont changé les mots, et comme vous le savez, on a commencé à utiliser le mot culture. Ma culture n'est pas compatible avec ta culture. Or, toute personne qui connaît l'histoire de l'Europe sait qu'elle résulte de l'échange de cultures, des conflits entre cultures, et du fait que celles-ci ont pu évoluer ensemble. Mais donc ces deux hommes-là, ils ont maintenu vivantes ces idéologies, telles des sous-marins qui ont commencé à réapparaître dans les années 50-60 et qui aujourd'hui sont tout à fait épanouis partout. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je crois que les êtres humains racontent des histoires. Ce sont des créatures qui aiment raconter des histoires, et c'est peut-être effectivement ce qui est à notre disposition pour essayer de comprendre le monde. Je voudrais revenir sur un terme qu'a utilisé Elisabeth, qui est très beau, stitch. Vous savez, lorsqu'on fait, ça a été très bien traduit par Adèle comme point de croix, mais stitch, c'est aussi des points de suture. Lorsqu'on essaye de réparer un corps, quand on essaye de panser les plaies, et d'imaginer en fait que le travail de l'écrivain et de l'écrivaine soit une façon de pouvoir, comme un chirurgien, une chirurgienne, réparer le corps et le cœur de l'Europe. Je trouve ça très beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Well, yes, of course. Oui, bien sûr. No, but it's a way of trying to stitch together a very shattered family story and perception of history.
So that is the personal motive. And then later on, I have this Jewish heritage, but I haven't grown up knowing the Jewish culture. Complicated story, but I've later learned about a Jewish myth, which is the story of how God sends down 9 perils. Oh, it's like pots of light to the human beings on earth. But these pots, or what I should call them, they break on their way down. And then it becomes the humans, their purpose for living is to collect the light. So this is an old Jewish myth. And somehow this is also something I think that I try to do. There's so much darkness, so writing is a way for me to collect the light. Oui, c'est vrai. Donc, pour cette question des sutures, moi, je pense que j'ai essayé de recoudre ensemble une histoire familiale aussi divisée et aussi ces différentes perceptions de l'histoire. Et pour ma part, j'ai un héritage juif, mais je ne connaissais pas la culture juive quand j'ai grandi. Je l'ai appris plus tard, mais c'est une longue histoire. Et j'ai découvert les mythes. Et notamment, dans une de ces légendes, Dieu envoie 9 pots de lumière aux êtres humains. Mais alors qu'ils arrivent vers la Terre, ceux-ci se brisent et du coup, les êtres humains doivent collecter la lumière qui est de ces pots qui ont été brisés, qui est partout. Et moi, je crois que c'est un peu ce que je fais dans mon travail d'écriture. Il y a une vraie obscurité et moi, en écrivant, j'essaye de récolter la lumière. Merci, je trouve particulièrement... Je trouve particulièrement touchant que ces deux écrivaines se rencontrent dans cette table ronde. Non seulement elles sont contemporaines, nées en 1965, mais l'une découvre le côté allemand direct, l'autre découvre aussi l'héritage juif de l'autre côté. Je voudrais revenir sur la conception du temps, en particulier lorsqu'il s'agit de pouvoir imaginer un temps européen cyclique ou linéaire. Je reprends bien sûr la très belle citation de Faulkner qui termine votre livre, Elisabeth. « Le passé n'est pas mort, il n'est même pas passé ». Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus, Christine ? Oui, d'ailleurs la citation de Faulkner, il y en a une autre qui dit que c'est comme... un caillou qu'on jette sur l'eau, il y a des cercles concentriques et donc au fur et à mesure en fait le temps s'élargit et devient de plus en plus, nous révèle un espace de plus en plus vaste. C'est vrai que lorsqu'on écrit, on est vraiment sur une autre temporalité. On est à la fois ça plonge dans notre histoire, mais on écrit aussi pour des lecteurs, pour l'avenir peut-être. Et maintenant j'ai oublié votre question d'ailleurs parce que j'étais partie sur Faulkner. Oui, alors ma question, je vais peut-être vous aiguiller. Moi, ce qui m'a profondément touchée dans La Route des Balkans, c'est cette capacité que vous avez à une écriture magnifique, polyphonique. Et c'est vrai que du coup, on a aussi cette capacité de pouvoir choquer le temps. Pour vous, est-ce que le temps est plutôt cyclique ou est-ce qu'il est plutôt linéaire dans votre façon de pouvoir le présenter au niveau fictionnel ? Je ne crois pas au retour de l'histoire. Pour autant, il y a des motifs qui reviennent. Et effectivement, La Route des Balkans met en scène deux réfugiés, une jeune Syrienne et un jeune Afghan, qui traversent évidemment des routes extrêmement dangereuses et qui cherchent tout simplement à vivre dignement. Et je mets aussi en scène une famille allemande, et c'est vrai que ça fait écho à l'histoire, notamment une grand-mère allemande qui elle-même, en 1945, a été mais toute petite, elle s'en souvenait quasiment pas. D'ailleurs, elle découvre après coup son histoire, elle avait 5 ans, était elle-même une réfugiée.
Et ça peut, en fait, ce qui s'est passé l'été 2015, la fin de l'été, lorsque il y a eu sur la route des Balkans cette centaine de milliers de réfugiés qui est arrivé de la Hongrie et qui a été accueilli finalement à bras ouverts par une grande majorité d'Autrichiens, d'Allemands, mais aussi de Suédois. Donc début septembre 2015. Parfois, certains ont pu se demander, d'ailleurs moi j'avais des gens en France qui me demandaient, des amis qui me demandaient quelle mouche a piqué les Allemands là, dans la gare de Munich avec des tas de cadeaux, des jouets et à faire venir chez eux tous ces réfugiés. Moi j'ai des cousins berlinois qui ont eu pendant 3 ans des Syriens à la maison et c'était juste normal, c'était pas quelque chose d'exceptionnel, mais en fait ça rappelle un peu l'histoire. Mais aussi, ça rappelait 26 ans avant la chute du mur. Là aussi, il y avait eu quelque chose de cet ordre-là où il fallait tendre la main vers des personnes qui avaient besoin d'être accueillies. Et en ce sens, l'histoire qui ne repasse jamais les plats, comme tout le monde le sait, est quand même... et a des motifs qui reviennent. Et donc c'est pour ça que c'est important de connaître cette histoire. C'est important qu'on enseigne l'histoire et que dans les familles aussi, certaines familles on parle, mais dans la plupart des familles, évidemment, il y a beaucoup de non-dits. Alors, surtout dans les familles allemandes, ça c'est sûr qu'on essaie plutôt d'oublier le passé, parce qu'on a aussi des choses dont on peut ne pas être fier du tout. Donc les générations, dans ma génération, on ne sait pas tout, en fait. On essaie de creuser. Même la génération de ma mère, qui avait 10 ans à la fin de la guerre, elle a toujours essayé de creuser, mais en fait, elle s'est heurtée aussi à des murs de silence. Et en cela, l'histoire n'est pas forcément un poids, ça peut être aussi une libération. Et vous parliez de transmission, alors je cite votre livre écrit avec Babette Nieder, L'Europe par l'école, qui justement là aussi donne des pistes concrètes, publié chez SK en 2005, des pistes concrètes pour la transmission. Elisabeth, quelle est votre conception du temps? What is your conception of time when it comes to your novel? Well, I think I have two sort of parallel conceptions because, as we know, everyone who has read Einstein, of course, knows that if you break a glass, you can't back time and make it whole again. It has happened. Time only goes in that direction. The glass is broken. So this is the chronology, of course. But then we have another way of perceiving time, and maybe I shall take Alors, je dirais que pour moi, il y a 2 concepts parallèles du temps. Évidemment, vous avez lu Einstein et vous savez que lorsque l'on brise un verre, il est cassé. Ça s'est passé, c'est fini. On ne peut pas reconstituer le verre. Le temps avance dans une seule direction, c'est la chronologie. Mais par contre, il y a une autre façon de percevoir le temps. And I'll take a very trivial example from when I was about 20 and I was doing a radio program together with other people. And we were going to put music there, and it was Greek music. We had decided that. We had interviewed someone Greek. So I listened to a lot of Greek, bouzouki, fine music. But then suddenly there was one song that completely blew me away. I was obsessed with it. And I played it for everyone I met. And, can you hear this? It's fantastic. And they said, yeah, it's good. It's a good Greek song. But I was absolutely full of it. So we made this radio program that was that. But then a year later, maybe, I helped my mother do some cleaning. She opened a box and there was a vinyl, a record with this Greek song. And she said, well, yes, your father and I, we bought that when you were 2 years old. So I had heard this song. I had been affected by it, and it was the happy years when my parents were together, and I probably was a happy child at the moment. And then I had forgotten that I had heard it, but it still affected me. It affected me with an enormous force. And this is only a song. I mean, what happens then with violence, or with loss, or with trauma?
with love. How do we fall in love with someone? These forces below are also part of the time. This is why we are affected by things that we haven't experienced ourselves. Oui, je vais vous donner un exemple très simple à ce propos. Quand j'avais 20 ans, je travaillais sur un programme radio avec des amis. On avait interviewé une personne grecque et on avait décidé de passer de la musique grecque. Donc j'ai écouté beaucoup de chansons et il y avait plein de superbes chansons, mais il y en a une en particulier qui m'a complètement bouleversée. Je l'écoutais en boucle, je la faisais écouter à tout le monde. On me disait oui, c'est une bonne chanson, mais moi, elle m'a profondément touchée. 1 an plus tard, je suis avec ma mère. On range des affaires, on tombe sur une boîte à l'intérieur de laquelle se trouve un vinyle avec cette chanson. Et elle m'a dit qu'elle l'avait acheté avec mon père quand j'avais 2 ans. Et donc ces années-là, c'était des années joyeuses, mes parents étaient encore ensemble, je devais être un enfant plutôt heureux et je l'ai entendue, cette chanson-là. Et donc elle m'est revenue toutes ces années après, elle m'a profondément touchée avec une force incroyable. Et là, on parle d'une chanson, mais imaginez ce qui reste de la violence, de la perte, des traumatismes, ou même de l'amour. Comment est-ce qu'on tombe amoureux, par exemple ? Je crois qu'il y a vraiment toutes ces forces qui sont bien en dessous de nous et qui, en fait, sont aussi portées par ce temps. Et c'est pour ça que nous sommes affectés par des événements que nous n'avons pas forcément vécus. Merci beaucoup. On en arrive à la dernière question. Dernière question autour de l'écriture européenne et l'identité de femmes écrivaines européennes. Alors, vous avez une très belle expression, Christine, qui est celle d'une appartenance qui est liée à la conception culturelle, bien plus qu'une idée topographique. Je voudrais qu'on puisse revenir à comment est-ce que vous définiriez cette appartenance artistique à une communauté européenne. La littérature, c'est un échange entre différentes cultures, en fait. Et je pense que moi, ma vocation pour écrire est née de mon bilinguisme natif. C'est parce que toute petite, j'ai découvert qu'il y avait des mots qui étaient intraduisibles, qu'il y avait des sentiments, des perceptions qu'on ne pouvait pas dire. Enfin, qu'on pouvait dire dans une langue mais pas dans l'autre, que la traduction ne serait pas exacte. Et c'est ça m'a toujours fascinée. Donc j'ai très tôt eu conscience de la chance d'avoir 2 langues natives. Et très très tôt, dès que j'ai su écrire, j'ai écrit des petits poèmes parce que je voulais jouer avec les mots et dans les 2 langues en fait. Et dès que j'ai appris d'autres langues, l'anglais notamment ou un peu l'espagnol, j'ai aussi essayé d'écrire des petits poèmes dans ces langues et même des poèmes mêlant plein de langues, donc ça devenait un peu n'importe quoi. Mais c'est l'origine de mon goût des mots et de mon goût des mots justes, parce que c'est vraiment j'ai découvert ce plaisir en écrivant d'essayer de sélectionner des mots et de faire un peu comme un travail de joaillier, d'insérer des mots qui soient vraiment exacts. Et j'y prends beaucoup de plaisir. Mais il faut ce dialogue avec d'autres langues, d'autres cultures et d'autres auteurs surtout. Il faut beaucoup lire. Et moi, j'adore lire de la littérature traduite quand je connais pas les langues, mais je trouve que c'est toujours tellement merveilleux de découvrir. Et quand je voyage, j'emmène toujours des romans du pays. J'emmène pas des guides touristiques parce que c'est par les fictions, c'est par les récits que l'on apprend le mieux de ce pays. C'est vraiment, je le vérifie à chaque fois. Voilà. Vous confirmez votre appartenance au European Mess en tant qu'écrivaine ? Cette espèce de désordre européen, comme l'a très bien dit Elisabeth. Oui, mais ce grand foutoir, entre guillemets, est tellement créatif. C'est un chaudron qui recèle plein d'histoires et plein d'inspirations. Et depuis hier, que j'écoute avec grande joie tout ce qui se dit. Et puis nous avons la chance d'avoir un festival international, donc il y a des autrices qui viennent de partout. Je suis en pleine ébullition intérieure d'inspiration,
d'idées, de faire progresser les récits que je porte en moi. Et c'est extraordinaire. J'ai qu'une envie, c'est de me jeter sur mon ordinateur, parce que j'écris sur les ordinateurs, et de mettre ça en histoire. Merci beaucoup, Christine de Mazières. Elisabeth, European mess. Okay, how would you define your writing as a European mess? Well, I think there is a specific tradition of Europe when it comes to writing that is about being a stranger. And maybe you know better, I'm not sure of this, but I've understood that the novel is actually created by the Spanish Jews who were converted and lived like Christians. The Marranos. Oui, Marranos, because they had to convert to save their lives, but they still belonged to a Jewish identity. So that gave them this double gaze. They always had a double look at reality and at themselves. And this is where the novel is born. And that is a specific European mark that I think maybe the greatest books, at least a lot of the greatest art, is made by people who have the double gaze. And with all these cultures and with all this feeling of not belonging, that is also a European trait. Yes, this is a European tradition, and I'm right in the middle of it, yes. Oui, en effet, je crois que nous avons une tradition européenne de l'écriture, c'est celle d'être un étranger. Vous savez peut-être cela mieux que moi, mais le roman a été créé par des juifs espagnols convertis au christianisme qui avaient dû se convertir pour sauver leur vie. Et quelque part, ils avaient une double identité, un double regard, puisqu'ils ont aussi conservé leur identité juive. Et c'est ça la naissance du roman. Je crois qu'il y a vraiment une spécificité de cette création-là en Europe. Et je pense qu'il y a beaucoup d'œuvres d'art incroyables qui ont été créées par des personnes qui avaient ce double regard. Et effectivement aussi cette tradition de la non-appartenance. Je crois que c'est vraiment une caractéristique européenne. Et moi, je suis au milieu de tout ça. Merci beaucoup mesdames. On rappelle vos livres. Christine de Mazières, La route des Balkans, 3 jours à Berlin, ainsi qu'Elisabeth Asbrink, 1947, l'année où tout commença. Vous retrouverez les livres à la librairie. Et puis bien sûr, je vous demanderai d'applaudir Adèle Atmer qui a fait un magnifique travail de traduction.